Pour notre prochaine présentation, j'ai le plaisir de vous présenter Alain Doyen, qui est professeur-chercheur à l'Université Laval dans le département des sciences des aliments et également directeur scientifique à l'Institut Nutrition sur les aliments fonctionnels. Merci, excusez-moi pour le déparler. Bonjour tout le monde, merci Jennifer pour la présentation. On va attendre que le monde passe. Donc, mon nom est Alain Doyen, je suis professeur au département de sciences des aliments et puis aujourd'hui je vais vous présenter une courte présentation intitulée Les insectes comestibles, une nouvelle matrice alimentaire à apprivoiser. Alors, je vais commencer par un portrait peut-être un peu sombre des systèmes alimentaires actuels. Il y a beaucoup de défis actuels et futurs. Si on regarde au niveau de l'insécurité alimentaire, selon la FAO, au niveau mondial, un être humain sur 10 est en état d'insécurité alimentaire. Et puis avec la COVID-19, il y a eu une exacerbation de cet élément-là, c'est certain. Et puis au Canada, on pense un peu être à l'abri de ça, de l'insécurité alimentaire, puis pas du tout. Au Canada, il y a 14, quasiment 15% des foyers qui sont en état d'insécurité alimentaire. Et puis, encore une fois, la COVID-19 a augmenté ça de 40%. Donc, c'est quelque chose qui est très préoccupant. Perte et gaspillage, il y a eu récemment un rapport de Recycle Québec, et puis je n'ai pas les données les plus récentes. Au niveau perte et gaspillage, c'est chaque année 1,3 milliard de tonnes, et puis ce 1,3 milliard de tonnes-là, en coût total, c'est-à-dire social, économique et environnemental, c'est plus de 2600 milliards de dollars US chaque année qui sont gaspillés. S'il y avait seulement une diminution de 25% du gaspillage alimentaire au niveau mondial, eh bien, on serait capable de nourrir 800 millions d'individus de plus dans le monde, ce qui est assez impressionnant. Et au Canada, bien sûr, on est une société occidentale qui consomme, qui gaspille beaucoup. Donc, les pertes et gaspillages sont aussi évalués à plus de 20% des aliments produits, ce qui représente 11 millions de tonnes. Donc, il y a à peu près 37 millions d'habitants au Canada. 11 millions de tonnes, je vous laisse faire le calcul par habitant. On en a parlé beaucoup pendant le congrès Insect to Feed the World. Les impacts environnementaux liés au système alimentaire sont conséquents. Les systèmes alimentaires, comme on les connaît actuellement, ils sont responsables de 20 à 30% des émissions de gaz à effet de serre. Et puis rien que les systèmes alimentaires à eux seuls prélèvent 70% de la quantité d'eau douce mondiale. Quand on sait que la quantité d'eau douce, c'est à peu près l'équivalent d'une goutte dans un gros seau d'eau, le 70% devient énorme. Et puis ça aussi, ça a des coûts. Hein. Tout est une histoire de chiffres. Donc des coûts de 1700 milliards de dollars US par an d'ici 2030. Le dernier défi, on continue à croître au niveau mondial. Donc une population, c'est brièvement à peu près les chiffres, qui sera de 9,7 milliards en 2050, ce qui devra faire en sorte que la production alimentaire devra être augmentée de 70%. Donc on va passer en 2050 à une demande de 360 mégatonnes de protéines émergentes, alternatives et conventionnelles. Alors, une des solutions, puis ça vous a été présenté durant l'ensemble du congrès, puis ça vous est présenté même aujourd'hui, c'est les insectes comestibles. C'est une des solutions pour répondre aux défis. Alors, il y a plusieurs autres solutions. Il y a beaucoup aussi d'efforts qui est mis au niveau des protéines végétales, dont l'Ouest canadien est un leader dans la production de protéines végétales. Mais les insectes sont aussi d'intérêt. C'est une protéine alternative, durable et très intéressante d'un point de vue nutritionnel. Si on regarde à peu près dans le monde, puis ce n'est pas du tout exhaustif au niveau des points qui sont indiqués sur la carte, le nombre de compagnies qui produisent des insectes, c'est assez impressionnant. Je suis certain que si on revenait 10 ans en arrière, on aurait beaucoup moins de compagnies. Ça, on le voit tout le temps. Comparativement aux élevages conventionnels, la production d'insectes est assez intéressante au niveau des dégagements de gaz à effet de serre, de la quantité de sol utilisé, d'eau utilisée. Et puis, on l'a vu dans les conférences de ce matin que c'est bien aussi de le documenter toujours davantage. Et puis, il y a plusieurs autres avantages au niveau des insectes comestibles, la valorisation des déchets organiques, donc ça peut participer à diminuer le gaspillage alimentaire. Au niveau avantage économique, donc c'est sûr qu'au Québec, c'est une industrie naissante, même mondiale, c'est une industrie naissante, mais qui devient de plus en plus rentable. Intérêt nutritionnel, je vais en parler tout à l'heure, donc au niveau protéines, lipides. Et puis avantages sociaux, surtout dans les pays en voie de développement, où ça donne vraiment, par exemple, une place à la femme au sein de la société. Alors, au niveau, donc j'ai pris l'exemple du verre de farine, mais ça équivaut pour l'ensemble des insectes. Donc, globalement, au niveau protéines, les insectes comestibles sur base sèche
Donc en poudre, c'est 35 à 60% de protéines, avec quasiment l'ensemble des acides aminés essentiels. C'est des protéines de bonne qualité. Alors, il faut toujours mettre un bémol sur le terme bonne qualité. Bonne qualité, ça veut dire que c'est des protéines qui sont relativement digestibles et qui vont apporter, comme je l'ai mentionné, des acides aminés essentiels. Et puis, il n'y a pas que les protéines. Je m'intéresse beaucoup dans mes recherches au niveau des protéines, mais il y a tout l'ensemble des composants qui sont intéressants au niveau vitamines, minéraux, oligo-éléments. Au niveau des lipides, 13 à 33% de lipides, une forte proportion d'acides gras insaturés. Quand on parle d'acide gras saturé, on pense tout de suite aux lipides végétaux, des oléagineux. Et puis, généralement, c'est des acides gras insaturés de bonne qualité également. Et puis, la chitine, on en a parlé tout à l'heure. Donc, la chitine qui représente l'exosquelette de l'insecte, 4 à 15%. Alors, la chitine, c'est considéré comme un prébiotique, donc qui va stimuler le microbiote intestinal. Et puis, on peut aussi les transformer en chitosanes, chitoligosaccharides, qui sont des composés d'intérêt, surtout pour l'industrie médicale. Mais on voit toujours un très beau tableau de l'industrie de l'insecte. Il y a plusieurs défis majeurs, cependant. Donc, je vais parler des défis beaucoup en transformation de l'insecte. Le premier, vous le savez, c'est l'acceptabilité des consommateurs. Dans certains pays, ça fait partie de la diète conventionnelle. Dans les pays occidentaux, ça ne fait pas du tout partie de la diète conventionnelle. Et donc, c'est assez problématique. Les aspects sociaux, culturels qui sont importants. Au niveau des populations occidentales, c'est vraiment de la néophobie alimentaire. Forte connotation négative, activité primitive, pauvreté, saleté, maladie, etc. Donc, quand on voit des insectes, on a plus tendance à vouloir s'en débarrasser, les écraser que les consommer. Mais il y a plusieurs études depuis plusieurs années maintenant qui essaient de trouver des leviers pour améliorer cette acceptabilité-là. Et puis, un des leviers pour l'améliorer, c'est d'utiliser les insectes sous leur forme non visible en entier, donc sous forme de poudre, donc sous forme d'ingrédients. On le voit avec tous les enfants des écoles qui sont ici. L'éducation compte beaucoup. Ma fille, il y a quelques années, elle a 8 ans maintenant, il y a 2-3 ans, je lui ai fait consommer un biscuit avec des insectes. Et puis, sans lui dire qu'il y avait des insectes, de la farine d'insectes dedans, elle l'a consommé sans aucun problème. Elle n'a vu aucune différence. Donc, ça passe par une éducation dès le plus jeune âge pour leur démontrer les avantages gustatifs, environnementaux et nutritionnels d'entomophagie. Ça passe par des activités de dégustation, comme on peut le voir. Donc, à cet âge-là, ils sont encore très ouverts au niveau de leur esprit pour consommer des insectes. Ils n'ont pas ce dégoût-là aussi important qu'on peut l'avoir en étant plus adulte. Et puis, ça va être aussi de développer des ingrédients et des aliments qui vont être familiers pour les consommateurs. Quelque chose qu'on connaît, on a toujours plus tendance à vouloir le tester. C'est pour ça qu'on voit que la majorité des farines d'insectes sont utilisées pour les pâtes, des biscuits. C'est quelque chose qu'on connaît, qu'on aurait envie de tester et consommer. Et donc, le fait d'intégrer l'insecte sous forme non visible, ça devient vraiment, comme je l'ai mentionné, un des leviers importants. Et là, on arrive au développement d'ingrédients. Donc, il y a plein d'ingrédients sur le marché. Vous en avez ici, généralement sous forme de entier ou sous forme de farine. Je vais plus parler de ce qui est sous forme transformée, donc sous forme de farine. Alors, de manière très résumée, il y a des étapes majeures au niveau de la transformation des insectes. Donc, vous avez l'insecte au départ, une mise à jeun qui est généralement réalisée quelques jours avant l'abattage pour éliminer la majorité du microbiote intestinal. La majorité des études montrent que ça sert strictement à rien de faire une mise à jeun. Les comptes microbiens avant et après la mise à jeun sont les mêmes. Donc, ça peut être une étape qui peut être facilement éliminée. L'abattage devient extrêmement important, bien entendu. Le séchage, le broyage, et puis on arrive finalement à des produits assez bruts de transformation primaire que sont les farines. Alors, quelques aspects au niveau de la transformation, donc l'abattage. Alors, l'abattage se fait soit par congélation et ou blanchiment. Généralement, il faudrait qu'il y ait toujours un traitement thermique qui soit appliqué pour diminuer largement la quantité de micro-organismes présents. Donc, c'est pour ça que les entreprises, généralement, choisissent le blanchiment. Donc, le blanchiment, c'est comme quand vous faites blanchir des légumes. On y va quasiment à température d'ébullition pendant quelques secondes à plusieurs minutes dans de l'eau bouillante. Donc, ça va être largement efficace pour diminuer la charge microbienne, mais aussi pour diminuer les réactions de dégradation enzymatique. Les insectes comestibles, par exemple les vers de farine, font partie du même ordre que les crevettes. Et puis, si vous parlez à un pêcheur de crevettes, il pêche la crevette, il n'y a aucun traitement qui est fait derrière rapidement, notamment de la congélation. Vous avez un noircissement qui est très rapide, qui est à vue d'œil. Et puis finalement, le produit est encore comestible, mais il n'est plus du tout attrayant pour le consommateur. Puis c'est exactement pour les insectes comestibles. Vous avez ici une espèce de liquide, de broyat, de verre de farine. S'il n'y a aucun traitement qui est fait, ça devient noir charbon. Donc encore une fois, si vous avez une farine noir charbon, vous n'en faites plus grand-chose parce que le consommateur
ne va pas vouloir la consommer. Donc, le traitement thermique, super important pour diminuer la charge microbienne et inhiber les enzymes qui sont responsables, dans ce cas-là, du brunissement enzymatique. Le séchage, alors là, les choix de technologies de séchage sont extrêmement importantes. Four conventionnel, déshydrateur à air chaud, lyophilisé, les micro-ondes, la séchage sous vide, la lyophilisation. Le but du séchage, c'est vraiment de diminuer la quantité d'eau. Lorsque vous arrivez à contrôler dans un produit alimentaire la quantité d'eau, vous allez contrôler très facilement sa conservation. L'eau, c'est vraiment la clé. Et on ne parle pas de quantité d'eau quand on parle d'aliment, on parle d'activité de l'eau. Et l'activité de l'eau, grossièrement, c'est l'eau qui est disponible pour la croissance des micro-organismes. Donc, plus l'activité de l'eau est faible, plus la quantité d'eau pour la croissance des micro-organismes va être faible, disponible pour les micro-organismes va être faible, et donc vous allez pouvoir comme ça stabiliser votre produit. J'ai mentionné qu'il y avait entre 13 et 33% de lipides avec une forte proportion d'acides gras insaturés. Vous avez une huile d'olive, vous savez que si vous la conservez dans des mauvaises conditions, eh bien, il peut y avoir une oxydation des lipides, on appelle ça de l'auto-oxydation, et puis ça engendre un phénomène de rancidité, donc des odeurs assez désagréables. Donc là aussi, c'est quelque chose à contrôler. Donc s'il y a la production d'huile, bien sûr, il faudra mettre en place des solutions pour éviter cette oxydation. Donc, on arrive finalement à la fin, puis on a généralement une belle farine qui contient des protéines, des lipides, de la chitine, et puis encore un peu d'eau. Et puis, avec ces produits-là de farine, on va faire des pâtes, on va utiliser cet ingrédient-là dans l'inclusion de barres tendres, etc. Donc, des produits assez conventionnels. Par contre, on peut aller un peu plus loin, puis je pense que c'est l'avenir de l'industrie de l'insecte, peut-être pas dans les prochains mois, peut-être dans les prochaines années. Et c'est sur quoi on travaille au laboratoire avec mon équipe de recherche, c'est la production d'ingrédients à très haute teneur protéique, qu'on appelle des concentrés ou des isolats. Puis je suis certain que ces mots-là vous disent quelque chose, parce que une des premières entreprises qui a développé et démocratisé ces produits-là, c'est l'industrie laitière. Donc l'industrie laitière, ça produit du lait, ça produit du fromage, il reste du lactosérum. Le lactosérum, c'est quoi? C'est de l'eau, du lactose et des protéines avec un aspect nutritionnel extrêmement intéressant. Et puis, il va être possible de concentrer ces protéines-là à différents facteurs et d'obtenir des poudres à très haute ou très très haute teneur protéique. Donc, vous avez par exemple des concentrés de protéines de lactosérum qui peuvent être à 35%, 60%, 85% de protéines sur base sèche. Et puis, lorsqu'on va pousser un peu plus loin la concentration, on va arriver à des isolats à 90% sur base sèche. Qu'est-ce que ça veut dire? Si vous prenez 100 grammes de cette poudre-là, vous avez 90 grammes de protéines, ce qui est extrêmement important. Et ces protéines-là, on en voit beaucoup dans les shakers, les personnes qui font un peu de sport, de musculation. C'est une protéine qui a une valeur nutritionnelle extrêmement importante. La protéine laitière est une excellente protéine. C'est des ingrédients qui sont très solubles, puis la solubilité, c'est extrêmement important. Lorsque vous avez un ingrédient alimentaire, la première chose qu'on veut, c'est que ce soit un ingrédient soluble. Pourquoi? Parce que la plupart des matrices alimentaires sont aqueuses. Donc, on veut que notre ingrédient se mélange bien à notre matrice alimentaire. Et puis, on va parler aussi de propriétés fonctionnelles. Alors, il y a différentes définitions de propriétés fonctionnelles. Il y en a propriétés fonctionnelles donc, au niveau de la fonction du corps humain, donc au niveau nutrition. Mais moi, dans mon langage, propriétés fonctionnelles, c'est plus ce qui va être les aspects moussants, gélifiants, émulsifiants, etc. Donc, on veut générer des ingrédients qui vont avoir certaines propriétés, et là, on va parler de technofonctionnalités intéressantes, pour pouvoir les intégrer plus facilement dans les aliments. Et pour ça, c'est extrêmement complexe d'avoir ces types d'ingrédients-là protéiques. Il y a des entreprises qui l'ont adapté, qui l'ont compris, les protéines végétales. Donc ça doit être du Beyond Meat et du Impossible Food. Donc ils utilisent des isolats, donc là c'est protéines de pois, vous avez ici des concentrés de protéines de soya, isolats de protéines de soya. Donc ils vont jusqu'à l'ingrédient très concentré en protéines, et puis ils vont l'intégrer à la matrice, puis ces ingrédients-là protéiques a des propriétés extrêmement intéressantes, notamment en termes de solubilité. Regardez pas la suite de la liste des ingrédients, c'est un cours 101 de chimie. Donc on a beau, puis là je fais une petite parenthèse, on a beau vanter les analogues de viande, les Beyond Meat, les Impossible Food, etc. D'un point de vue nutritionnel, c'est pas terrible. Vous avez ici un exemple d'une entreprise qui fait des isolates protéiques de pois et qui, selon l'application qui est visée par l'industriel, va proposer tout un tas de produits adaptés. Si vous voulez mettre votre produit plutôt dans un gâteau, il va y avoir un ingrédient pour ça. Dans une boisson, il va y avoir un ingrédient pour ça. Comment ils font? C'est très simple. C'est toujours la même protéine. C'est une protéine de pois.
sauf qu'avec des traitements thermiques, avec certains types de modifications de paramètres comme le pH, la force ionique, eh bien, ils vont générer comme ça des ingrédients sur mesure. Vous avez juste à les commander et puis vous pouvez faire un peu ce que vous voulez avec au niveau de l'application. Et puis, comme j'ai dit, je pense que c'est ça qui va être le futur de l'insecte. Il y a les farines actuellement, c'est bien maîtrisé dans la majorité des cas. Il va falloir aller un peu plus loin avec l'ingrédient. Voilà un peu ce qu'on peut faire aussi avec une matrice qui est extrêmement riche en protéines. Donc vous avez ici des protéines de pois, en fait très schématisées avec, on va mélanger de l'eau. Il va y avoir une étape de cuisson, d'extrusion. Donc ce qui va passer, en cuisant une protéine, on va la dénaturer, c'est-à-dire une protéine, c'est comme une pelote de laine avec plein d'interactions. Et puis en la chauffant, on va juste déplier cette pelote de laine-là. Et puis l'extrusion va faire en sorte qu'on va vraiment aligner ces protéines entre elles et puis générer des fibres. Donc ce n'est pas une fibre alimentaire, hein, ça reste une protéine, mais avec une forme de fibre. Et puis, vous pouvez faire des analogues de viande comme ça qui sont très, très ressemblants à ce qu'on peut voir comme de la viande avec un muscle. Et voilà, moi, à quoi je m'intéresse au niveau des protéines d'insectes. Donc, comme je vous l'ai dit, la première chose, c'est la solubilité. Quand vous faites des breuvages, des boissons, on veut que votre ingrédient soit soluble. Si vous voulez mélanger votre ingrédient puis qu'il y a une séparation de phase avec quelque chose qui reste au fond, c'est pas terrible. L'aspect moussant, super intéressant. Donc, une mousse, c'est quoi? C'est un réseau de protéines qui est lié ensemble et qui va entraper de l'air. Vous avez une protéine que vous connaissez certainement à la maison, qui est la protéine du blanc d'œuf. Quand vous prenez du blanc d'œuf et puis que vous fouettez ça très, très énergiquement, ce que vous faites simplement, c'est que vous incorporez de l'air dans cette protéine-là, dans ce réseau protéique-là. Et puis les protéines du blanc d'œuf, elles ont cette propriété-là d'avoir des propriétés moussantes extrêmement intéressantes. Donc votre mousse, elle ne va pas retomber, elle va rester une mousse. Donc c'est ce qu'on essaye aussi de viser, générer quelque chose avec un aspect moussant. Puis toutes les protéines ont des propriétés différentes. Le blanc d'œuf, c'est intéressant, mais si par hasard vous échappez un peu de jaune d'œuf dans votre mélange de blanc d'œuf, ça ne va plus mousser. Pourquoi? Parce que les protéines de jaune d'œuf ont un pouvoir émulsifiant, donc vont casser la mousse. Donc vous n'allez jamais pouvoir faire lever votre blanc d'œuf. Une émulsion aussi, une émulsion, c'est un mélange de deux phases qui sont non miscibles. Vous avez de l'eau et de l'huile, ça ne se mélange pas. Avec un émulsifiant, vous allez être capable de pouvoir mélanger ces deux phases-là puis de les faire tenir ensemble. L'exemple le plus probant, c'est une mayonnaise. Quand vous faites une mayonnaise, vous faites une émulsion alimentaire. Et puis le dernier, c'est le pouvoir gélifiant. Donc là, c'est un gel, on ne voit pas ici, mais c'est des protéines. Et puis quand on les retourne, le tube tient tout seul, le gel tient tout seul dans le tube, vous avez formé un gel. Donc un gel, c'est quoi? Un gel, c'est un réseau protéique avec de l'eau à l'intérieur. Donc une mousse, c'est un réseau protéique avec de l'air. Un gel, c'est un réseau protéique avec de l'eau. Et puis le gel que vous connaissez à la maison, c'est un yogourt. Un yogourt est un gel. Donc, si avec les protéines d'insectes, qui sont des protéines assez particulières au niveau de leur structure, c'est des protéines musculaires, le but dans les recherches qu'on réalise au laboratoire avec certains étudiants et étudiantes qui sont ici, c'est vraiment d'essayer de retrouver ces propriétés technofonctionnelles intéressantes pour pouvoir incorporer plus facilement les ingrédients dans des matrices alimentaires complexes. Donc, en conclusion, la filière insectes, c'est vraiment une filière naissante, mais à fort potentiel pour les aspects nutritionnels, environnementaux. Plusieurs défis en jeu pour favoriser son expansion. Donc, ça va vraiment en lien avec le fait que c'est une filière naissante. L'acceptabilité des consommateurs est la clé. Si les consommateurs apprécient le produit, eh bien, ça va augmenter les marchés. Puis, dans certaines recherches qu'on a développées, on va s'associer aussi à des chefs, donc avec l'ITHQ à Montréal, parce que les chefs sont des créateurs. Donc, s'ils arrivent eux-mêmes à aimer la matrice avec laquelle ils travaillent, puis à la transformer d'une certaine manière que tout le monde l'aime, ça va être une clé de succès pour le secteur. Développement de produits alimentaires conventionnels et distinctifs, il ne faut pas réinventer la roue. Une farine de blé, une farine de pois, pourquoi pas une farine d'insectes, mais aussi distinctive parce que il faut toujours innover. Donc, l'innovation, c'est la clé majeure dans le domaine alimentaire. C'est une industrie qu'il va falloir vraiment automatiser également. Ça demande encore actuellement beaucoup de main-d'œuvre. Donc, qui dit main-d'œuvre dit des coûts. Et qui dit coûts dit répercussions sur le produit final. Donc, c'est pour ça qu'actuellement, une farine de criquet, une farine de verre de farine, ça coûte relativement cher comparativement à une farine de blé. Et puis, c'est toujours informer le public, se démarquer d'un point de vue nutritionnel, fonctionnel, démontrer que ce sont des ingrédients uniques. Puis, bien entendu, le goût est important. Donc, si il y a des produits qui sont développés avec un goût intéressant, eh bien, ça va être aussi la clé pour faire apprécier ça aux consommateurs. Donc, je vous remercie beaucoup. Et puis, si vous avez des questions, n'hésitez pas.
Ça va? C'était clair? Super. Merci beaucoup.